Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'aventurer sur les côtes, si je puis dire, pour une exploration culinaire qui sort un peu de l'ordinaire. Bonjour. Oui, un sujet assez fascinant, en effet. On va parler des crabes mous. Et plus spécifiquement, on va décortiquer, c'est le cas de le dire, le fameux sandwich au crabe mou version Washington DC ou Maryland. Un grand classique de la côte est américaine. Exactement. Et on n'oubliera pas son acolyte presque inséparable, le coleslaw. Mais attention, le coleslaw typique du Maryland aussi. Ah oui, avec sa petite touche spéciale. Voilà. Alors, pour nous guider dans cette aventure, on s'est appuyé sur, d'une part, une vidéo très parlante de la chaîne YouTube de Shrimp Boat, vraiment très instructive sur la préparation. Oui, il montre bien les gestes, c'est très visuel. Et puis, on a complété avec des informations plus générales, disons des sources un peu encyclopédiques, pour bien comprendre le contexte, la biologie derrière tout ça. C'est important pour saisir le pourquoi du comment. Tout à fait. Donc notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de comprendre ce qu'est exactement un crabe mou. Comment ça marche ce truc? D'où ça vient? La biologie derrière le phénomène. Oui. Et puis, comment on le prépare traditionnellement là-bas? Quelle est son histoire culinaire? Pourquoi c'est si populaire sur cette côte Est? Une véritable institution régionale. Et bien sûr, le clou du spectacle, on va détailler les recettes, le sandwich, étape par étape, et le coleslaw aussi, pour que tout le monde puisse comprendre, voire essayer. On va essayer d'être le plus précis possible. Alors, mettons le cap sur cette spécialité côtière qui a de quoi intriguer. Allons-y. Ce qui m'a toujours un peu interpellée avec le crabe mou, c'est cette idée qu'on peut le manger quasiment en entier, carapace comprise. Oui, c'est ça qui est assez unique pour un crustacé de cette taille. On est habitué à se battre avec les pinces, la carapace dure, et là non. Tout ça, c'est lié à un moment très spécifique de sa vie, un processus biologique assez dingue, non? Tout à fait, c'est une fenêtre de tir extrêmement courte et c'est ce qui fait toute la particularité et aussi la valeur de ce produit. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'un crabe, à un moment donné, est mou? C'est quoi exactement ce processus? Alors le terme crabe mou ou soft shell crab en anglais, ça désigne un crabe qui vient tout juste de terminer sa mue. La mue, comme les serpents qui changent de peau? C'est un peu le même principe, oui. Sauf que là, c'est un exosquelette rigide. Aux États-Unis, l'espèce reine pour ça, c'est le crabe bleu, Calinectes sapidus, très abondant sur la côte atlantique, notamment dans la baie de Chesapeake. D'accord, le crabe bleu. Voilà. Et comme tous les arthropodes avec une carapace externe, pour pouvoir grandir, il est obligé de se défaire de cette carapace devenue trop petite. C'est vital pour sa croissance. Logique. Il faut bien qu'il prenne la place. Exactement. Donc, périodiquement, le crabe va absorber de l'eau pour faire gonfler son corps, ce qui crée une pression interne. Ça aide à fissurer l'ancienne carapace le long de lignes de rupture prédéfinies. Ah, c'est malin comme système. Très. Et ensuite, c'est un effort considérable pour lui. Il doit littéralement s'extraire de son ancienne armure. C'est un moment où il est extrêmement vulnérable. J'imagine. Sans défense. Complètement. Et juste au moment où il sort, sa nouvelle carapace, qui s'était formée en dessous, est encore toute fine, toute souple. Elle n'a pas encore été calcifiée, durcie par les minéraux présents dans l'eau de mer. Et c'est là, à ce moment précis. C'est exactement là. Pendant quelques heures seulement, cette nouvelle carapace a une texture qui ressemble un peu à du cuir très fin, ou du parchemin humide. Elle est comestible. C'est ça, le crabe mou. Incroyable. Et ça dure combien de temps, cette phase molle? C'est très court. Quelques heures. Disons, en général, moins de 12 heures. Et souvent, la fenêtre vraiment idéale pour la consommation, c'est dans les 4 à 6 heures après la mue. Après ça, la carapace commence déjà à durcir. D'abord, elle devient un peu comme du carton fin, on parle de paper shell. Puis elle se calcifie rapidement pour redevenir une carapace dure protectrice. D'où la complexité pour les pêcheurs, j'imagine même. Il faut être là, au bon moment, pile poil. C'est toute la difficulté et tout le savoir-faire des crabbers spécialisés. Ils doivent d'abord repérer les crabes qui montrent des signes imminents de mue. On les appelle les peelers. Les peelers, comment on les reconnaît? Il y a des signes subtils. Souvent, une ligne fine qui apparaît le long du bord des segments des pattes natatoires, à l'arrière. La couleur de cette ligne peut indiquer à quel point la mue est proche. Un peeler avancé, dit rank peeler, va muer dans les heures ou les jours qui suivent. C'est un vrai métier d'observation. Absolument. Et une fois ces peelers identifiés et pêchés, ils ne sont pas vendus tout de suite. On les place dans des bassins spéciaux, des shedding floats ou des systèmes de recirculation d'eau de mer à terre. Ah, on les garde en observation. Exactement. Et c'est là que ça devient intensif. Ces bassins sont surveillés de très près, parfois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la saison. Dès qu'un crabe a fini sa mue,
hop, il faut le retirer de l'eau immédiatement. Pourquoi immédiatement? Parce que dès qu'il est dans l'eau, sa nouvelle carapace commence à absorber le calcium et les autres minéraux. Si on le laisse quelques heures dans l'eau après la mue, c'est trop tard, il commence déjà à durcir. Il faut le sortir pour stopper ce processus. C'est une course contre la montre, en fait. Une véritable course contre la montre. C'est pour ça que les crabes mous frais sont un produit assez délicat, et souvent plus cher que le crabe à carapace dure. Il y a beaucoup plus de travail et de surveillance derrière. Je comprends mieux maintenant. C'est fou ce timing biologique hyper serré. Et donc, une fois qu'on a ce crabe tout mou, tout juste sorti de l'eau, sur le plan culinaire, ça change radicalement la donne, on disait. On peut quasiment tout manger. C'est ça l'avantage principal pour le consommateur. Fini le décortiquage laborieux. Une fois que le crabe est nettoyé, cleaned, comme on dit aux États-Unis, on peut manger pratiquement tout. Et ce nettoyage, en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce qu'on enlève? C'est une étape assez simple mais importante. Il y a 3 choses principales à retirer. D'abord, à l'avant du crabe, il y a les pièces buccales. On les coupe généralement avec des ciseaux de cuisine, juste derrière les yeux. Ça enlève la bouche et les petits appendices autour. D'accord, la partie avant. Ensuite, on soulève les pointes de chaque côté de la carapace. Les coins pointus sur les côtés. En dessous, on trouve les branchies. Elles ressemblent à des petites plumes grisâtres ou beige. Les poumons du crabe, en quelque sorte? Voilà, c'est l'organe respiratoire. Elles ne sont pas toxiques, mais elles ont une texture très désagréable, un peu spongeuse, fibreuse. Donc on les retire soigneusement de chaque côté. On les appelle parfois dead man's fingers dans le langage populaire, même si ce n'est pas très appétissant comme nom. Un peu morbide, oui. Et la troisième chose? C'est le tablier, l'abdomen replié sous le corps du crabe. C'est une petite pièce sur le ventre. Chez le mâle, elle est longue et étroite, en forme de T inversé ou d'obélisque. Chez la femelle immature, elle est triangulaire, et chez la femelle mature, elle est large et arrondie, un peu comme le dôme du Capitole, disent certains. Ah, ça permet de reconnaître le sexe, alors, hein? Tout à fait, et ce tablier, on le soulève et on l'arrache simplement. Il vient tout seul. Une fois ces 3 éléments, face, branchies, tablier, retirés, le crabe est considéré comme nettoyé. On lui donne ensuite un bon rinçage à l'eau froide pour enlever le sable ou les débris éventuels. Et après ça, il est prêt à être cuisiné? Exactement, on le sèche bien avec du papier absorbant et il est prêt pour la panure ou la poêle. C'est fascinant de voir comment on transforme cet animal. Et cette façon de le consommer, c'est devenu une vraie institution sur la côte Est, on disait, surtout dans le Maryland, autour de la baie de Chesapeake. Racontez-nous un peu l'histoire de cette tradition. Oui, c'est vraiment une tradition culinaire qui est profondément ancrée dans l'histoire et la culture de cette région. La baie de Chesapeake, c'est historiquement le grenier à crabe bleu des États-Unis. La pêche au crabe y est une activité économique et culturelle majeure depuis des générations. Donc, le crabe mou, c'est un peu le trésor saisonnier de la baie. Exactement. Chaque printemps, l'arrivée des premiers crabes mous est attendue avec impatience. C'est un événement célébré. Il est apprécié pour plusieurs raisons. D'abord, sa saveur. Elle est considérée comme plus douce, plus délicate, moins iodée peut-être que celle du crabe à carapace dure, avec une petite note saumâtre, sucrée, très fine. Plus subtil, donc. Oui, mais ce qui le distingue vraiment, et ce que tout le monde recherche, c'est la texture. Quand il est bien préparé, le plus souvent frit, deep fried, ou sauté, pan fried ou sauté, l'extérieur devient incroyablement croustillant, doré. Et à l'intérieur, la chair reste tendre, juteuse, presque crémeuse. Ce contraste, c'est ça la clé. Absolument. Ce contraste entre le crunch extérieur et le moelleux intérieur, c'est vraiment la signature du crabe mou bien fait. C'est ce qui le rend si addictif pour beaucoup de gens. J'imagine bien, ouais. Le croustillant chaud, la chair tendre et cette fameuse saisonnalité dont on parlait, pour le crabe bleu atlantique, ça correspond à quel mois principalement? La période de mue intense pour le crabe bleu sur la côte Est, ça s'étend globalement d'avril ou début mai, quand l'eau commence à bien se réchauffer, jusqu'à septembre environ. Le printemps et l'été, en gros. C'est ça. Il peut y avoir des pics de mue à certains moments, souvent liés au cycle lunaire ou à des changements rapides de température de l'eau, mais c'est clairement un produit des beaux jours. Après septembre, l'eau refroidit, la mue ralentit considérablement ou s'arrête. D'accord. C'est bon à savoir si on voyage là-bas. Et en fouillant un peu sur le sujet, je suis tombée sur une expression un peu curieuse. Buster crab. Ça semble plutôt utilisé dans le sud profond, non? Louisiane, Mississippi. C'est quoi un buster crab? Ah oui, le buster crab. C'est un de ces termes locaux savoureux qui peuvent avoir plusieurs sens ou dont le sens a pu évoluer. Alors racontez-nous. Aujourd'hui, souvent, buster crab est utilisé un peu comme synonyme de soft shell crab, mais peut-être pour désigner un spécimen particulièrement gros, bien charnu. Un beau crabe mou, quoi.
un costaud. Un buster dans le sens de gros. Peut-être, oui. Il y a aussi une petite anecdote, probablement une légende urbaine, qui voudrait lier le nom à l'acteur Buster Crabbe. Celui qui jouait Tarzan et Flash Gordon. Lui-même. Il s'appelait Clarence Lyndon Crabbe II, mais son surnom était Buster. Comme il était nageur olympique avant d'être acteur, l'association avec un produit de la mer, bon, c'est sans doute une coïncidence amusante, rien de plus. D'accord. Et les autres sens possibles, plus techniques? Oui. Selon certaines sources, plus anciennes ou plus techniques, le terme buster pouvait désigner à l'origine un crabe qui était surpris en pleine action de mue. Celui qui est en train de crever, to bust out, son ancienne carapace, mais qui n'a pas encore fini. Ah, le crabe pris sur le fait. Voilà. Une autre signification, parfois évoquée par les pêcheurs eux-mêmes, serait un crabe mou qui serait mort juste après la récolte, avant d'arriver au marché ou au transformateur. Comme il ne se conserve pas longtemps une fois mort, les pêcheurs le mangeaient eux-mêmes rapidement. C'était le buster crab pour l'équipage en quelque sorte. D'accord, donc un terme un peu flou mais qui ajoute au folklore local. Tout à fait. Et puisqu'on est dans les spécificités et le vocabulaire local, il y a une autre chose intéressante à mentionner, surtout sur la côte atlantique, du Maryland jusqu'en Caroline. C'est la possibilité de demander aux vendeurs de laisser the mustard, la moutarde. La moutarde, mais c'est pas du condiment, j'imagine. Non, non, absolument pas. The mustard, dans le jargon du crabe, ça désigne l'hépatopancréas. C'est un organe interne du crabe, qui joue un rôle un peu équivalent à notre foie et notre pancréas. Il sert à la digestion et au stockage des réserves. Et ça ressemble à quoi? C'est une substance un peu pâteuse, couleur jaune vif à orangé. Elle se trouve principalement dans la partie centrale du corps, sous la carapace. Et c'est bon? C'est une question de goût, mais pour beaucoup d'amateurs, c'est considéré comme une délicatesse. Ça a une saveur très riche, très concentrée, très marine. Certains disent que c'est là que se trouve le vrai goût du crabe. C'est assez puissant. D'accord. Et on parlait aussi des œufs, parfois. Oui, chez les femelles matures, surtout au printemps, on trouve aussi le roe, c'est-à-dire les œufs ou la rogue. C'est une masse d'un orange plus foncé, presque rouge parfois, et c'est également très prisé pour sa saveur intense et sa texture un peu granuleuse. Souvent la moutarde et le roe sont mélangés. Donc quand on demande de laisser the mustard, Ça veut dire qu'on demande au nettoyeur de ne pas trop gratter l'intérieur de la cavité corporelle lors du nettoyage pour préserver cet hépatopancréas et éventuellement les œufs. Pour certains puristes, manger un crabe mou sans mostarde et roe, c'est passer à côté de l'essentiel. fascinant. Je ne savais pas du tout ça. C'est fou comme il y a des détails et des préférences propres à chaque culture culinaire. Bon, après toutes ces explications, j'avoue que j'ai un peu faim maintenant. Ah, c'est l'effet crabe mou. Passons à la pratique. Ce fameux sandwich au crabe mou, style DC Maryland, comme on le voit dans la vidéo de The Shrimp Boat. Comment on s'y prend? Quels sont les ingrédients clés pour, disons, 4 sandwichs? Alors, la recette qu'il montre est assez représentative du classique Fried Soft Shell Crab Sandwich. C'est simple mais efficace. Il faut, bien sûr, la star. 4 beaux crabes mous, frais de préférence, et déjà nettoyés. Nettoyer, comme on a expliqué, sans la face, les branchies et le tablier. Exactement. Ensuite, il faut 4 pains à sandwich. Le choix du pain est important. Quelque chose de moelleux, qui ne va pas écraser le crabe, mais qui a quand même un peu de tenue. Les potato rolls, petits pains à la pomme de terre, sont très populaires là-bas, ou des pains briochés type burger buns de bonne qualité. D'accord, de pain tendre. Oui. Puis, pour la panure, c'est un système en 2 temps. Un mélange sec et un mélange humide. Classique pour paner. Voilà. Pour le mélange sec, la recette de la vidéo utilise une tasse de farine, tout usage, environ 120-130 grammes, et une tasse de semoule de maïs fine, type cornmeal, environ 150-160 grammes. Pourquoi la semoule de maïs en plus de la farine? La farine donne la base de la panure. Elle enrobe bien. La semoule de maïs, elle, apporte un croustillant supplémentaire, une texture un peu plus granuleuse et dorée à la friture. C'est un petit truc pour avoir plus de crunch. Astucieux. Et on ajoute quoi dans ce mélange sec? L'indispensable, une bonne cuillère à café, ou plus, selon le goût, d'assaisonnement Old Bay. C'est vraiment la signature du Maryland. Et puis du sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût. On mélange bien tout ça. Old Bay, sel, poivre. Compris. Et le mélange humide? Très simple. 2 gros œufs, qu'on bat légèrement, et on ajoute une tasse, environ 240 ml, de babeur, ou buttermilk en anglais. Le babeur, pourquoi? Le babeur a plusieurs avantages. Il est légèrement acide, ce qui attendrit un peu la chair du crabe.
Il a aussi une certaine épaisseur qui aide la panure sèche à bien adhérer ensuite. Et il apporte une petite saveur tangy, un peu acidulée, qui est agréable. Si on n'a pas de babeur, on peut tricher en mettant une cuillère à soupe de jus de citron ou de vinaigre blanc dans une tasse de lait et en laissant reposer 5 minutes. Bon, à savoir. Donc, mélange sec, farine, semoule, Old Bay, mélange humide, œuf, babeur. Quoi d'autre? Il faut de l'huile pour la friture. Une huile végétale neutre avec un point de fumée assez élevé, comme l'huile de colza, canola, d'arachide ou de tournesol. Il en faut suffisamment pour avoir au moins 2-3 cm de profondeur dans la poêle ou la cocotte. Et pour garnir le sandwich à la fin? Classiquement, quelques belles feuilles de laitue fraîche, genre iceberg pour le croquant, ou romaine, des tranches de tomates mûres mais fermes, des rondelles de cornichons à la nette, dill pickles, un peu acidulé et croquant, et la sauce. Indispensable. Une bonne sauce tartare maison ou du commerce. Parfait. On a tous les ingrédients. Maintenant, la préparation. Comment on procède? On commence par paner les crabes. Oui. D'abord, on s'assure que les crabes nettoyés sont bien secs. On les éponge délicatement avec du papier absorbant. C'est très important pour 2 raisons. La panure adhérera mieux sur une surface sèche et ça évitera les projections d'huile bouillante dangereuses quand on mettra les crabes à frire. Moins d'eau égale moins d'éclaboussure. Logique. Sécurité d'abord. Une fois qu'ils sont secs, On prépare nos 2 assiettes creuses ou plats larges. Un pour le mélange sec, farine, semoule, Old Bay, sel, poivre. Bien mélangé. L'autre pour le mélange humide, œuf battu et babeur. Bien mélangé aussi. et là, on panne. Quelle est la technique montrée dans la source? Sec puis humide ou l'inverse? La technique classique, et celle montrée, c'est dredging dry, then dip into wet. Donc, d'abord, on prend un crabe par la carapace et on le passe entièrement dans le mélange sec. On le retourne, on s'assure qu'il est bien couvert partout, même dans les recoins entre les pattes. On tapote doucement pour enlever l'excédent de farine. Bien enrobé de sec. Voilà. Ensuite, on le plonge entièrement dans le mélange humide, œuf babeur. On le retourne aussi pour qu'il soit bien imbibé. Puis, on le soulève, on le laisse égoutter juste 1 seconde ou 2 au-dessus du plat pour que l'excédent de liquide retombe. Il ne faut pas qu'il soit dégoulinant. Sec, puis humide, puis égoutté. Compris. Et après? On le repasse dans le sec. Alors, la vidéo ne le montre pas, mais c'est une variante possible. Certains aiment faire sec, humide, sec, pour une croûte encore plus épaisse et croustillante. Mais la méthode de base, c'est juste sec, humide. Le mélange humide va fixer la première couche sèche et créer une belle panure. D'accord. On fait ça pour les 4 crabes. On les pose sur une grille ou une assiette en attendant. Oui, on peut les poser sur une grille, poser sur une plaque de cuisson par exemple, pour que l'air circule un peu et que la panure ne ramollisse pas en dessous. Mais il ne faut pas trop attendre avant de les frire. Justement, la friture. L'étape cruciale. Comment on s'y prend? Pendant qu'on panne les derniers crabes ou juste avant, on met l'huile à chauffer. Dans une grande poêle à bord haut, une cocotte en fonte ou une friteuse si on en a une. On vise une température de 175 degrés Celsius, soit 350 degrés Fahrenheit. C'est important d'avoir la bonne température. Pourquoi 175 degrés Celsius? Si l'huile n'est pas assez chaude, le crabe va absorber trop de gras et la panure sera molle et huileuse au lieu d'être croustillante. Si elle est trop chaude, la panure va brûler à l'extérieur avant que le crabe ne soit bien cuit à l'intérieur. 175 degrés, c'est le bon équilibre pour saisir la panure rapidement et cuire la chair délicate sans la dessécher. Comment on sait si on a la bonne température sans thermomètre? Un petit truc, c'est de jeter un tout petit bout de pain ou un peu de panure dans l'huile. S'il remonte tout de suite en grésillant et indorant vivement mais sans brûler instantanément, c'est bon signe. S'il coule ou grésille mollement, c'est pas assez chaud. S'il noircit en 2 secondes, c'est trop chaud. Mais un thermomètre de cuisson, c'est quand même l'idéal pour être précis. D'accord. L'huile est chaude, on met les crabes dessus. Oui, on les dépose délicatement dans l'huile chaude en faisant attention aux éclaboussures. Il ne faut pas surcharger la poêle. 2 crabes à la fois, c'est bien en général, pour ne pas faire chuter la température de l'huile trop vite. Et combien de temps on les laisse cuire? C'est assez rapide, environ 2 à 4 minutes par côté. On surveille la couleur, il faut qu'ils soient bien dorés et croustillants. Quand le premier côté est bien doré, on les retourne avec précaution, à l'aide d'une pince ou d'une écumoire. On laisse dorer l'autre côté. Donc, 4 à 8 minutes au total à peu près. Oui, c'est ça. Ça dépend un peu de la taille des crabes et de la température exacte de l'huile. On cherche vraiment cette belle couleur dorée et cette texture croustillante. On peut les voir aussi flotter un peu plus quand ils sont cuits. Et une fois qu'ils sont cuits et dorés, On les sort de l'huile avec une écumoire,
en laissant l'excès d'huile s'égoutter au-dessus de la poêle pendant 1 seconde, puis on les dépose sur une grille, posée sur une plaque, pour laisser l'air circuler et maintenir le croustillant, ou, à défaut, sur du papier absorbant. On peut les saler légèrement dès la sortie de la friture si on veut. Très important l'égouttage sur grille pour pas que ça ramollisse. Exactement. Et pendant que les derniers crabes cuisent, on peut préparer les pains. Ah oui, l'assemblage. On peut toaster légèrement les pains coupés en deux, soit sous le gris du four, soit sur une poêle sèche. Ça leur donne un peu plus de tenue et de savoir. Bonne idée. Pain toasté. Ensuite, On prend la base du pain, on étale généreusement de la sauce tartare, puis on construit 1 ou 2 feuilles de laitue pour la fraîcheur et le croquant, une belle tranche de tomate, quelques rondelles de cornichons pour le piquant et l'acidité, la base fraîche est prête. et là, on dépose délicatement la star, le crabe mou frit, encore chaud et croustillant. Il dépasse souvent un peu du pain, c'est normal avec ses pâtes. C'est ça qui fait le look aussi, hein. Le crabe qui fait coucou sur les côtés. Voilà. On referme avec le chapeau du pain, qu'on peut aussi avoir légèrement tartiné de sauce si on est gourmand, et on sert immédiatement. C'est crucial de le manger tout de suite pour profiter du contraste chaud-froid et surtout du crunch de la panure. Ah oui, ça ne doit pas attendre. Le croustillant qui ramollit, c'est triste. Exactement. C'est un plat de l'instant. Ce sandwich a l'air incroyable. Le mélange de texture, le crabe frit, la sauce tartare, la fraîcheur des légumes et cette Old Bay dans la panure, ça doit vraiment donner le ton Maryland's, non? C'est quoi exactement cet assaisonnement pour ceux qui ne connaîtraient pas? Ah, l'Old Bay. C'est plus qu'un assaisonnement. C'est une institution dans le Maryland et sur la côte Est. Il a été créé à Baltimore dans les années 1940 par un immigrant allemand, Gustav Breuin. Il cherchait un mélange d'épices parfait pour les fruits de mer, et notamment pour les crabes vapeur, qui sont une autre grande spécialité locale. Et il a trouvé la formule magique, hein? On dirait bien. La recette exacte est secrète, bien sûr, mais on sait qu'elle contient principalement du sel de céleri, du poivre noir, du poivre rouge, cayenne, du paprika, et tout un tas d'autres épices comme la moutarde sèche, le laurier, le clou de girofle, le piment de la Jamaïque, la cardamome, le gingembre. C'est complexe. Waouh, un sacré mélange. Et le goût, ça donne quoi? C'est un goût très caractéristique. C'est salé, bien sûr, mais aussi un peu piquant, avec une chaleur douce du poivre et du paprika, et cette note très présente du céleri. C'est un peu âcre, très aromatique. Ça réveille vraiment le goût des fruits de mer sans le masquer. C'est difficile à décrire, il faut goûter, hein. Et on l'utilise pour quoi d'autre à part les crabes? Oh, là-bas, ils en mettent un peu partout. Sur les crevettes, les frites, le poulet frit, dans les Bloody Marys, sur le maïs grillé, dans les dips. C'est vraiment l'épice emblématique de la région. Donc, l'avoir dans la panure du crabe mou, c'est presque une obligation culturelle. Ça crie Maryland. Je comprends. Ça apporte cette touche d'authenticité régionale. Et pour accompagner ce sandwich déjà bien gourmand, la source YouTube The Shrimp Boat propose un coleslaw. Mais pas n'importe lequel, le coleslaw version Maryland. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Alors, le coleslaw du Maryland, il a 2 caractéristiques principales qui le distinguent un peu du coleslaw standard, si on peut dire. Premièrement, il est souvent nettement plus sucré et acidulé. L'équilibre penche vers le sucré-acide de manière assez prononcée. Plus de peps, donc. Oui, un côté très vif. Et deuxièmement, devinez quoi? On y met aussi de l'Old Bay. Encore. Décidément. Eh oui, une petite touche d'Old Bay dans la vinaigrette du coleslaw, c'est assez typique du Maryland. Ça lui donne ce petit kick épicé et aromatique qui le différencie des autres. Ça renforce le lien avec le crabe. C'est logique, en fait. Ça crée une harmonie. Mais pourquoi ce duo sandwich au crabe frit coleslaw fonctionne si bien, au-delà de l'Old Bay commun? Si on analyse ça d'un point de vue texture et saveur, c'est un mariage très réussi. D'abord, les textures. Le sandwich est chaud, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Le coleslaw, lui, est froid, croquant, juteux. Ça crée un contraste en bouche qui est très agréable. Le croquant du chou répond au croustillant de la friture. Chaud-froid, croustillant croquant. D'accord. Et les saveurs? Le crabe frit, c'est riche, savoureux, un peu salé. La sauce tartare ajoute de l'onctuosité et un peu d'acidité. Le coleslaw, avec son côté sucré et surtout bien vinaigré, vient trancher dans cette richesse. Il apporte une fraîcheur acidulée qui nettoie le palais, qui équilibre le gras de la friture. Ça évite la saturation. Ça coupe le gras, comme on dit. Exactement. Et le sucré du coleslaw vient aussi jouer avec la douceur naturelle du crabe. L'Old Bay, présent dans les deux, agit comme un fil rouge, un pont aromatique qui lie l'ensemble.
Donc, on a une harmonie de texture et un équilibre de saveurs, salé, sucré, acide, gras, épicé, qui est très bien pensé. C'est pas juste un accompagnement, c'est vraiment le partenaire idéal. Un classique du pairing régional. C'est très clair, on voit bien pourquoi c'est un duo gagnant. Alors, si on veut faire ce fameux coleslaw du Maryland, quels sont les ingrédients? C'est compliqué? Non, c'est très très simple. La base, c'est du chou et des carottes. Classique. Pour une quantité qui accompagnerait bien nos 4 sandwichs, il faut environ un demi-chou blanc moyen, ou un petit chou entier, et une grosse carotte, ou 2 moyennes. Chou blanc et carottes, comment on les prépare? Couteau bien aiguisé. Il faut obtenir des lanières fines. Pour la carotte, on la râpe, avec une râpe à gros trous, c'est bien. Donc, chou émincé fin, carottes râpées et la vinaigrette. La fameuse vinaigrette Maryland. C'est là qu'est la différence. La base, c'est de la mayonnaise. Pour notre quantité de légumes, environ une demi-tasse, dans les 120 grammes, c'est ce qui va donner le côté crémeux. Mayo, ok. Ensuite, l'acidité, du vinaigre de cidre. C'est un bon choix, il a une saveur fruitée qui va bien, environ 2 cuillères à soupe. Vinaigre de cidre. Le sucré, du sucre en poudre classique, sucre granulé, là aussi, environ 2 cuillères à soupe. C'est ce qui donne ce côté doux caractéristique. On peut ajuster, bien sûr, mais c'est une bonne base. Sucre. Mayo, vinaigre, sucre. Et l'ingrédient secret, enfin, pas si secret, l'Old Bay, une bonne cuillère à café. C'est ça qui va donner la touche Maryland. L'Old Bay, toujours lui. Toujours. Et enfin, du sel et du poivre noir fraîchement moulu pour ajuster l'assaisonnement final selon le goût. D'accord, donc chou, carottes et une vinaigrette. Mayo, vinaigre de cidre, sucre, Old Bay, sel, poivre. C'est tout. C'est tout. La simplicité même. Et comment on assemble tout ça? Encore plus simple. On met le chou émincé et la carotte râpée dans un grand saladier. Dans un bol séparé, on prépare la vinaigrette. On met la mayonnaise, le vinaigre de cidre, le sucre, l'Old Bay, une petite pincée de sel et de poivre. Et on fouette bien tout ça jusqu'à obtenir une sauce lisse et homogène. On va de la sauce à part. Oui, c'est mieux pour bien dissoudre le sucre et mélanger les saveurs. C'est le moment de goûter la vinaigrette. Est-ce qu'elle est assez sucrée, assez acide, assez Old Bay? On peut ajuster à ce stade. Si on aime bien relever, on peut mettre un peu plus d'Old Bay. Goûter et ajuster. Important. Très. Une fois que la vinaigrette nous plaît, on la verse sur le mélange chou-carotte dans le saladier. Et ensuite, on mélange délicatement, mais soigneusement. Il faut bien enrober tous les légumes avec la vinaigrette, sans pour autant les écraser. Une spatule souple, c'est pas mal pour ça. On mélange doucement. Voilà. Une fois que tout est bien mélangé, on goûte à nouveau l'ensemble. Peut-être qu'il faut rajouter un peu de sel, de poivre, ou même une dernière petite pincée d'Old Bay sur le dessus pour le kick final. Et c'est prêt. On peut le servir. Alors, on pourrait, mais l'étape vraiment cruciale pour un bon coleslaw, c'est de le laisser reposer au frais. On couvre le saladier avec un film plastique ou on le transfère dans une boîte hermétique et on le met au réfrigérateur pour au moins 1 à 2 heures. Ah, il faut le laisser tirer. Pourquoi? Ce temps de repos a plusieurs effets bénéfiques. D'abord, les saveurs vont avoir le temps de se mélanger et de s'harmoniser. Le goût sera plus rond, plus fondu. Ensuite, le sel et l'acidité de la vinaigrette vont commencer à attendrir légèrement le chou. Il va perdre un peu de sa rigidité brute, devenir plus tendre, tout en restant croquant. Et enfin, ça permet de le servir bien frais, ce qui est essentiel pour le contraste avec le sandwich chaud. D'accord, donc patience, minimum 1 ou 2 heures au frigo. Et il se conserve combien de temps? Il est meilleur le jour même ou le lendemain. Après 2-3 jours, il a tendance à rendre pas mal d'eau et à perdre de son croquant. Donc idéalement, on le prépare quelques heures avant de manger. Parfait. Merci pour tous ces détails sur les recettes soft, c'est noté. C'est vraiment frappant de voir comment un seul ingrédient, cette Old Bay, peut marquer aussi fort l'identité culinaire d'une région, à la fois sur le plat principal et sur l'accompagnement. Oui, c'est un excellent exemple de signature régionale. Mais cette fascination pour le crabe juste après sa mue, ce moment de vulnérabilité et de tendreté, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve uniquement aux États-Unis ou est-ce que d'autres cultures ont aussi eu cette idée? Non, ce n'est pas du tout une exclusivité américaine, même si le crabe mou du Maryland est sans doute le plus célèbre internationalement. D'autres cultures culinaires, qui vivent aussi au bord de la mer et connaissent bien les crustacés, ont repéré ce phénomène et l'exploitent. Ah oui, par exemple? Prenons le Japon. Là-bas aussi, on appréciait le crabe mou. Souvent, le terme anglais « soft-shell crab » est même utilisé. Ah bon?
Ils disent soft shell crab en japonais. Oui, ou sofuto cherukani. Il est particulièrement populaire comme ingrédient dans certains types de sushis. Dans les sushis, comment ça? Souvent, le crabe mou entier, nettoyé bien sûr, est d'abord frit en tempura. La tempura, c'est cette pâte à frire très légère et aérienne, typiquement japonaise. Ça donne un crabe super croustillant. Et ensuite, ce crabe frit est utilisé comme garniture principale dans des rouleaux de type makizushi, roulés dans une feuille d'algue nori avec du riz vinaigré, souvent coupé en bouchées, ou alors dans des temakizushi, ces cornets d'algues garnis à la main. D'accord. Frit en tempura, puis dans un rouleau. Ça doit être bon, ça aussi. Le croustillant de la tempura. Exactement, ça apporte une texture très intéressante au sushi, qui est souvent plus basé sur le moelleux du poisson cru. Les espèces utilisées au Japon sont plutôt des espèces locales, comme le crabe bleu japonais, Portunus trituberculatus, qui ressemble un peu au crabe bleu américain, ou le crabe nageur Charybdis japonica. L'approche est différente du sandwich américain, c'est intégré dans un ensemble plus complexe et délicat, mais l'idée de base, célébrer le crabe mou frit, est là. Intéressant. Et ailleurs, dans le monde? En Europe, peut-être? Oui, en Europe aussi, on trouve des traditions similaires. En Espagne, par exemple, surtout sur la côte atlantique de l'Andalousie, dans la province de Cadix. L'Andalousie. Oui, notamment autour de la ville de San Lucas de Barrameda, qui est célèbre pour ses fruits de mer. Là-bas, ils ont un terme local, chiguatos. Chiguatos? Qu'est-ce que ça désigne? C'est un terme qui peut s'appliquer à différents crustacés quand ils sont en période de mue. Le plus souvent, il s'agit d'étris Necora pubères, ces petits crabes assez combatifs qu'on appelle velvet crabs en anglais. Mais ça peut aussi désigner des langoustines Nephrops norvegicus ou même sur la côte méditerranéenne de Malaga, du homard Omarus gamarus en mue qu'on appelle alors langosta chiquata. Même les langoustines et les homards. Oui, quand ils sont chiquatos, c'est-à-dire tout mous après la mue, ils sont considérés comme un mets particulièrement fin et délicat. Et comment penses-tu qu'ils les préparent le plus souvent? Frits? Exactement. Généralement, ils sont juste passés dans la farine et frits rapidement dans l'huile d'olive. Servis tout simplement, parfois avec une petite vinaigrette à côté ou juste du citron. La friture semble vraiment être la méthode de choix pour sublimer cette texture. Incroyable coïncidence. Ou pas. Et plus près de chez nous, en France ou en Italie? En France, la tradition est moins marquée pour les crabes, mais en Italie, il y a une spécialité très célèbre, surtout dans la lagune de Venise, ce sont les moèches. Les moèches. Ça se prononce comment? Moeke, avec l'accent sur le « e ». C'est du dialecte vénitien. Ça désigne le petit crabe vert de Méditerranée, Carcinus estuari, un cousin de notre crabe vert commun Carcinus maenas, au moment précis où il mue. Le crabe vert qu'on trouve sur nos plages. Oui, cette espèce-là ou une très proche. À Venise, il y a une pêche traditionnelle très spécifique pour les capturer au bon moment. Les pêcheurs, les muecomti, utilisent des techniques ancestrales pour repérer les crabes sur le point de muer. Encore une histoire de savoir-faire et d'observation. Tout à fait. Ils les trient ensuite et gardent ceux qui vont muer spiantani dans des viviers spéciaux. C'est une spécialité très saisonnière, surtout au printemps, avril-mai, et à l'automne, octobre-novembre. Et c'est très recherché, assez cher aussi, considéré comme une vraie délicatesse par les Vénitiens. Et comment les cuisine-t-on, ces moèches? Laisse-moi deviner. Eh oui, frites. La préparation la plus classique, c'est de les tremper vivants dans un œuf battu. Certains disent que ça les fait absorber l'œuf, puis de les fariner légèrement et de les frire dans l'huile chaude jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et croustillants. On les mange entiers, souvent juste avec du sel et du poivre, parfois un quartier de citron. C'est fou cette convergence vers la friture pour le crabe mou. Japon, Espagne, Italie, États-Unis. Oui, il semble que ce soit vraiment la méthode qui permet le mieux de créer ce contraste entre la carapace devenue croustillante et la chair tendre à l'intérieur. La chaleur vive de la friture saisit l'extérieur rapidement avant que l'intérieur ne se dessèche. C'est formidable de voir ça. Comment différentes cultures, avec leurs propres espèces locales, leurs propres traditions, leurs propres noms, softshell, buster crab, chiguato, moeka, arrivent toutes à la même conclusion. Ce moment de la mue, c'est quelque chose de spécial, et la friture, c'est la façon de le célébrer. C'est un bel exemple de convergence culinaire basée sur l'observation de la nature. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a dit, on a ce phénomène biologique incroyable, cette fenêtre de tir de quelques heures où un crabe se débarrasse de son armure et devient vulnérable, mais délicieux. Une transformation radicale.
On a vu comment la tradition culinaire américaine, surtout dans le Maryland, a érigé ce crabe mou en véritable emblème, avec ce sandwich frit iconique, plein de saveurs et de textures, où l'Old Bay joue un rôle clé. Et son partenaire indispensable, le coleslaw sucré acide, lui aussi à l'Old Bay. On a détaillé les étapes pour réussir ces deux recettes chez soi, le nettoyage minutieux du crabe, la panure en 2 temps, la friture à la bonne température, l'assemblage rapide pour garder le croustillant, et la simplicité du coleslaw, mais avec l'importance du repos au frais. Des recettes accessibles finalement si on a la matière première. Et puis on a élargi notre horizon. On a vu que cette gourmandise pour la tendreté post-mue, on la retrouve aussi bien au Japon, dans les sushi tempura, qu'en Espagne avec les chiguatos frits, ou en Italie avec les précieuses moeche vénitiennes. Une appréciation qui dépasse les frontières. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Peut-être que certaines expériences sensorielles, comme ce fameux contraste croustillant-moelleux, ou l'attrait pour un produit rare et saisonnier, sont assez universelles dans notre rapport à la nourriture. C'est une bonne piste de réflexion. Et ça soulève peut-être une question un peu plus large. Étant donné la nature si éphémère de ce produit, cette mue qui ne dure que quelques heures et l'effort considérable que demande sa récolte, la surveillance des peelers, la sortie de l'eau au bon moment et sa préparation spécifique, qu'est-ce que sa popularité durable, à travers des cultures et des époques si différentes, nous apprend sur notre fascination collective? Bonne question. Est-ce que c'est simplement la rareté qui crée le désir, le côté produit de luxe, saisonnier? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Peut-être cet attrait pour les textures inhabituelles, cette surprise en bouche? Ou alors, est-ce que c'est lié à notre connexion, même inconsciente, au cycle de la nature? Manger un crabe mou, c'est célébrer un moment très précis, très intense dans la vie d'un animal. C'est une sorte de communion avec l'éphémère. C'est une belle façon de voir les choses. Ce n'est pas juste manger un crabe, c'est participer à un petit miracle biologique. Peut-être un peu de tout ça. Un mélange de biologie marine fascinante, de savoir-faire humain transmis à travers les générations, les crabbers, les mouekanti, et puis tout simplement le plaisir très direct, très sensoriel de manger quelque chose de vraiment spécial, de différent. Une très belle perspective pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Ça donne envie de regarder notre assiette différemment, non? Et surtout, ça donne très envie de goûter ce fameux sandwich, si l'occasion se présente. Avec son coleslaw, bien sûr. Évidemment. Notre voyage au pays du crabe mou s'achève ici. Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. Ce fut d'un plaisir. Et merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que ça vous a plu et que ça vous a donné faim. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.